Bonsoir à toutes et à tous, bonne rentrée. Donc j'ai des pouvoirs de M. Garcia pour M. Fontanelle, de M. Bruffer pour Mme Fétaz, de Mme Sellery pour Mme Rancenet, de M. Frougurier pour M. Allemand, de M. Deganis pour Mme Antonioni et de Mme Burdin pour moi-même. Et de Mme Rodier pour Mme Gélaud. Je soumets à votre approbation le compte-rendu du dernier conseil municipal. Qui est contre? Je vous remercie. Je désigne comme secrétaire de séance Josia. Nous accueillons aussi, bienvenue à Christian Corsini, donc, qui remplace Mathieu Coiffard. Donc, bienvenue à toi et bon retour. Et je voulais évoquer simplement en début de séance le souvenir de deux personnes qui sont disparues récemment et qui étaient impliquées dans la vie communale. C'est Madame Caille, Emma Caille, qui avait fait don notamment du moulin à huile, voilà, avec son époux, et de Madame Lebert qui dirigeait l'association Aide Savoie Ukrainia, qui œuvrait pour les autres qui souffraient depuis Tchernobyl des irradiations qui avaient causé l'explosion de la centrale nucléaire et qui, pendant de nombreuses années, les accueillaient à Barbera, en Savoie, en France, pour leur permettre de changer un peu l'atmosphère. Voilà. Donc c'est des personnes impliquées à divers titres qui ont marqué la commune par leur action. Et puis alors, en introduction, avant d'enchaîner sur l'ordre du jour, je crois que vous allez nous présenter. Oui, alors, chers collègues, bonsoir. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Anthony Wagif. C'est ça, merci. Et Paul Martin, deux jeunes barborasiens de talent, qui nous ont proposé de faire un petit film sur notre belle commune de Barbera. Nous expliquerons ensuite tout le reste du dispositif. Nous avons visionné ce film dans le cadre de la commission de communication, avec Geneviève et puis d'autres personnes. Nous l'avons trouvé tout à fait sympathique, agréable, bien foutu, optimiste, gai. Donc nous avons trouvé beaucoup de qualités. Nous avons décidé de vous le montrer à tous, je dis bien à tous ce soir en exclusivité, puisque nous sommes à peu près que deux ou trois à l'avoir vu. De façon à ce que vous puissiez nous donner votre avis, qui je pense et je l'espère sera positif, puisque nous envisageons d'ailleurs une collaboration peut-être plus soutenue avec ces deux jeunes espoirs. C'est presque bientôt des racines et des ailes, notre truc là, donc c'est parfait. Donc maintenant, les jeunes amis, je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Il est passé, combien il fait expliquer 3 minutes 30. 3 minutes 30, donc je pense que ça vous dira. Voilà, merci. Allez-y mon grand. C'est un peu plus long que le conseil. Anthony et Paul. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir. On remercie notamment M. Fontanelle et Mme Mongelaz de nous avoir accueillis une première fois pour nous permettre d'être ici ce soir. On est deux jeunes auto-entrepreneurs. On s'est rencontrés sur le terrain, on va dire, hein, voilà, dans ce monde-là. Et puis depuis, notre route a continué ensemble jusqu'à faire ce projet. Donc ce projet, en même temps qu'on vous propose, a été proposé en fait à un concours national organisé par France 3, qui s'appelle Film sur le quartier. Donc là on est en pleine instance, hein, c'est en train de se décider, on aura le résultat d'ici quelques jours, ne croisez pas. Donc ce concours nous permettrait éventuellement de diffuser ce petit montage et donc permettre à Barbera un rayonnement culturel dans toute la France. Donc on l'espère aussi pour la mairie et puis pour tous les barborasiens. Et puis voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter en attendant que je vais préparer le lancement. C'est ça le contexte, ils ont répondu à un concours. On a remercié en fait la mairie effectivement et comme voilà.
Philippe sur Barbara, il va avoir une national, international, mondial. On vous demande juste 2 petites minutes hein, techniques pour bien. C'est mieux si on est dans la lumière. Un petit rêve. Oui, monsieur Fontaine. La lumière. Voilà, le temps que ça se... Je pense que juste le temps de brancher le son correctement. Je sais pas où c'est, mais c'est beau. Ah ouais. Je veux bien un tout petit peu de lumière aussi. Ça marchait l'autre jour quand on l'a vu. Ouais, bien sûr. Voilà, je mets tout. C'est bon. Je vous souhaite un bon visionnage. Au IIIe siècle, au venir, Chambéry était romaine et sage. Mais rebelle à cet empire, un homme y créa un village. Ils étaient des barbares. Un terme qui évoluera, grâce aux Savoyards, en Barbera. Aujourd'hui, cette commune ne cesse de s'agrandir. Aujourd'hui, on est fiers d'y vivre. Ce quartier, laissez-moi vous le montrer. Ce quartier, laissez-moi vous le narrer. Grâce à l'aide de thèmes et de rencontres, des thèmes qui seront présents, un à un et de partout. Commençons par le plus friand, le goût. Le pain de Savoie est la boulangerie idéale. Le pain est bon, les gâteaux sont délicieux. De plus, c'est une affaire familiale, et pour nous en parler, qui de mieux qu'eux? Bonjour, je suis Madame Bostin, je représente la boulangerie-pâtisserie de Pain de Savoie à Barbera. Nous sommes des artisans boulangers, nous fabriquons notre pain, viennoiserie, pâtisserie et saliverie. Dans le même esprit, une fois par semaine a lieu le marché où il y a de la vie et des produits délicieux. Comme on peut le deviner, pour apprécier quelque chose, il faut le désirer. Alors laissons le goût, je vous prie, pour l'envie. Odeur frétillante, vitrine accueillante pour ce restaurant aux pizzas alléchantes. On y rencontre d'autres gourmands pendant que nos pizzas sont cuisinées, devant nos yeux d'enfants et nos papilles alléchées. Ces pizzas sont bonnes pour une seule bonne raison, la passion. Voici un cordonnier comme on n'en voit plus. Passionné par son métier, il répare tout, même ce qui est foutu. Vous n'avez qu'à lui demander. Alors bonjour, la cordonnerie chez Yves a été créée en 1985 par mon père Yves Piantoni. Et donc nous nous occupons principalement de la réparation de chaussures de montagne qui fait notre spécialité, chaussures de montagne, chaussons d'escalade, mais aussi de chaussures de ville et tout type de réparation, de sacs à main, sacs à dos, réparations assez diverses. Juste à côté, une autre passion fait place, la lecture.
Pour cela, une belle bibliothèque se démarque. On y rencontre en septembre des enfants encore en vacances et des adultes retombés en enfance. Après les passionnés de leur métier ou de lecture, on peut rencontrer des passionnés de nature. Ne relâchez pas vos efforts, car on aime aussi le sport. On imagine une ville où les rencontres nous disent qu'on peut se surpasser. Elles nous font comprendre que c'est une question de volonté. Une volonté de protéger et de bien faire grâce aux policiers et aux vétérinaires. Une volonté d'enseigner, une volonté d'inculquer des valeurs de respect, des valeurs de danseurs. Toutes ces belles choses me feront terminer sur cet élément le plus important. Laissez-moi vous le présenter et j'y tiens sincèrement, la simplicité. La simplicité nous montre la petite commune de Barbera. Petite commune certes, mais riche de ses habitants. Il faut savoir regarder où n'importe qui ne verrait rien, et qui passerait à côté du sourire des gens, de la sympathie des commerçants, à côté de rencontres, de ce qui va être construit et vécu, et qui passerait à côté de cette superbe vie. Alors, ça vous plaît? On sent qu'il y a des poètes, effectivement. Bravo. Merci beaucoup pour votre travail. On espère voilà, qu'on pourra aller plus loin dans ce concours. Et puis, nous aussi. Voilà. C'est fait un plaisir en tout cas. On va en parler à Jean-Pierre Pernaut aussi. Alors. On fera ce petit film d'ailleurs lors de toutes nos réunions Avec plaisir. publiques diverses et variées, de façon à insister sur la qualité et la beauté de notre belle commune. Exactement. J'ai bien aimé la simplicité, c'est très bien ça. Ouais. Et la musique est très sympa. Merci. Ça a tout été fait par nos sons en plus. Et même la musique, on a tout fait nous-mêmes, voilà. Avec nos propres moyens, on va dire. Comme ça. C'est très bien pour une jeune entreprise barberasienne, ça c'est très très important. Ça rend tout à fait dans notre team. Une question peut-être? D'accord. Voilà, merci les gars. Il y a moyen de vous aider pour ce concours-là, ou de partager votre vidéo, ou de pouvoir faire quelque chose Alors, non, c'est à huis clos, c'est tout en interne. Après, bien sûr, c'est toujours agréable de se sentir soutenu, on va dire. Ouais. Donc, avec grand plaisir, la vidéo sera disponible sur YouTube. Ouais. On vous transmettra le lien si vous voulez partager ça. Avec plaisir. Pour l'instant, il y a le parcours avec France 3, et après, elle existera de toute manière. Voilà. Et dans tous les cas, de toute façon, c'est ce qu'on avait proposé, c'est que cette vidéo, voilà, on peut vous vendre les droits d'exploitation de la vidéo, donc c'est une vidéo qui vous appartiendra également, et que vous pourrez diffuser lors de différents événements, ou sur tous les supports de communication à votre disposition, par exemple votre site internet, ou si vous avez une page Facebook, YouTube, etc. Vous pourrez aussi mettre en avant cette vidéo et mettre en avant la Barbera à travers cette vidéo. Voilà. Très bien, merci à vous, parce que comme on est fiers de notre commune, on sent que vous aussi, ça va. Exactement, bien sûr. Et puis aussi, c'est ce qu'on évoquait la dernière fois, durant notre rendez-vous, c'est qu'aussi on travaille dans d'autres secteurs, on travaille aussi dans l'événementiel et la communication. Donc aussi, on s'était dit peut-être pourquoi pas aussi partir sur une collaboration à long terme. Donc voilà, après, à vous de nous dire. Pourquoi pas. En attendant, bonne chance à votre. Merci beaucoup. Ça s'appelle comment? Vous avez un nom de société? L'œil du Capucin. L'œil du Capucin. Merci. On avait déjà la chaussette, je ne sais pas quoi, là. C'était quoi déjà le truc? Je sais plus. L'œil du Capucin, c'est pas bien. Merci. Voilà. Après, quelque chose, c'est qu'il soit de chaussettes. Voilà, merci. Merci. Vous pouvez éteindre le collecteur, vous allez en avoir besoin peut-être. Ah, on a l'autre cinéaste. D'accord. Alors, je vais transformer le câble. Hop, tenez. Il n'y a pas de son. C'est notre DGS Visconti. Très bien, donc on peut attaquer l'ordre avec. Obligé de rester. C'est vous qui nous dites. Bon, c'est quand même légèrement moins poétique. Pour vous libérer. C'est gentil, écoutez, on va vous laisser le sujet plus sérieux, on va dire. Merci à vous. Merci. Nous débutons avec un avenant à la Convention pour l'intervention du Centre de gestion sur les dossiers de retraite du CNRSL, présenté par Yves Chépaz.
est rappelé que le centre de gestion propose une convention afin de permettre la transmission des dossiers de retraite CNRACL des agents pour contrôle et traitement par ces services. La dernière convention signée couvrait une période de 3 ans qui est arrivée à échéance le 31 décembre 2017. En raison de longues négociations intervenues dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion qui lie la Caisse des dépôts à ses tutelles sur le plan national, le centre de gestion n'a reçu que tout récemment l'avenant à cette dernière convention. Caisse des dépôts et centre de gestion. Cet avenant prolonge le dispositif pour une durée d'1 an à compter du 1er janvier 2018 dans l'attente de la signature de la nouvelle convention de partenariat. En raison de la complexité croissante de la réglementation applicable en matière de retraite et afin de continuer à bénéficier de l'assistance des services du centre de gestion en matière de vérification et d'intervention sur les dossiers de retraite CNRACL, il est proposé d'approuver l'avenant à la convention transmis par le centre de gestion. Il est rappelé que la signature de l'avenant ne contraint nullement la collectivité à confier l'instruction de tous les dossiers de retraite des agents au centre de gestion, mais il permet de pouvoir bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l'hypothèse où les services n'adressent pas de dossier individuel au centre de gestion, la signature de l'avenant n'entraînera aucune facturation. Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, vu la convention conclue le 14 décembre 2015 avec le centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite CNRACL pour la période janvier 2015 31 décembre 2017, vu le projet d'avenant prolongeant à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018 la convention avec le centre de gestion relative à ces interventions, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet d'avenant suivisé et annexé, d'autoriser le maire à signer l'avenant prolongeant à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d'1 an la convention signée relative aux interventions du centre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL des agents. Voilà, très bien, donc bon, ça facilite l'examen des dossiers et le suivi administratif. Voilà, dans ces cas-là, je pense qu'il y a des commentaires là-dessus. Oui, comme c'est une mission facultative, est-ce que ça a un coût? Tant que le centre de gestion n'intervient pas sur un dossier, on n'a rien à avancer, on n'a pas à... D'accord, on verra au fur et à mesure, interviennent sur un dossier, quel est le coût? Alors là, je n'ai plus ce qu'il est noté dans le... Si on signe un avenant à une convention, c'est quand même bien de savoir ce que ça nous coûte. Je n'ai pas le noté. Après, de toute manière, quand on passe avec n'importe quel prestataire, on a un coût là dans ce centre de gestion, donc ça permet de la gestion des carrières, des fonctionnaires, c'est plus intéressant d'être en coopération avec eux. Il y a un conseil municipal bien éclairé, devrait connaître le coût de ce qu'il signe. Alors, L'ancienne convention, de toute façon, ça nous donnera un ordre d'idée. on ne connaît pas le coût. Bah, là, pour l'instant, vous nous ferez pas session, puis on le revote au prochain conseil municipal. Aux mêmes conditions qu'avant. Vous le représentez au prochain conseil municipal. Quel ordre de coût? Vous donnez l'information. Là, de toute manière, c'est pas pour une dépense. Une centaine d'euros par dossier. Oui. Une centaine d'euros par dossier. C'est sûr? Oui, c'est la précision qui vient de nous être donnée. Alors, donc là, c'est vraiment la convention, et puis après, on pourra leur redemander plus précisément si c'est sans... C'est une centaine d'euros par dossier, ça. Je peux vous dire quoi. Non, mais c'est bien de le savoir. On le soumet à votre approbation, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie, nous poursuivons avec un contrat d'apprentissage. Donc, afin de répondre aux besoins accrus du personnel au service technique, notamment dû à la mise en place de Zéro Phyto, supprimant l'utilisation des pesticides dans les espaces verts, ainsi qu'à l'obligation d'emploi à l'égard de personnes handicapées, en leur réservant 6% des emplois, la commune envisage de recourir à la formation en alternance dans le cadre d'un contrat d'apprentissage d'une personne en situation de handicap au service technique. La rémunération brute minimum est exonérée de charges patronales et salariales dues au titre des assurances sociales, maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse, y compris CG et CRDS. Donc, ce jeune n'a pas 18 ans,
Donc jusqu'à ses 18 ans, ce sera 25% du SMIC. À partir de ses 18 ans, 41% du SMIC pour la première année. Deuxième année, il aura donc plus de 18 ans, 49% du SMIC. Donc voilà, c'est normalement un contrat sur 2 ans. Donc je continue, je vous passe les vues. Donc le dossier était le comité technique du 17 septembre 2018. Considérant que l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans sans limite d'âge supérieur d'entrée en formation concernant les travailleurs handicapés, d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le recours au contrat d'apprentissage et de conclure à compter du 1er octobre 2018 un contrat d'apprentissage pour le service technique d'une durée de 2 ans, prolongé si besoin d'1 an au cas où il ne réussisse pas son CAP en 2020. Donc c'est le CAP de agricole, jardinier, paysagiste. Voilà, donc contrat d'apprentissage avec un coût intéressant, et puis par ailleurs, ça donne une opportunité à une personne qui a un handicap, qui a priori rend de bons services, et donc ça rentre aussi dans l'obligation qui est faite à la commune d'essayer, en tout cas, d'avoir un pourcentage de personnes handicapées, et on a peut-être été à ce pourcentage. Aujourd'hui, on sait qu'à partir de l'année prochaine, on serait à 0. Parce qu'on a une personne qui avait un handicap qui n'est plus là, ou qui ne sera plus là l'année prochaine. Donc voilà, il s'agit d'essayer aussi d'en retrouver. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous poursuivons avec M. Fontanel pour finances et marchés publics avec une décision modificative numéro 1. Merci M. le maire. Donc il s'agit de la décision modificative numéro 1 au budget principal. Donc, une DEM qui vise à mobiliser les crédits disponibles, j'ai dit bien disponibles, en faveur d'opérations prêtes à l'engagement, compte tenu du report dans le temps d'annulation de certaines opérations, ainsi que de recettes imprévues, et également d'événements climatiques divers et variés, ainsi que l'occurrence de certains sinistres et des travaux d'urgence que nous sommes obligés de réaliser, j'allais dire un petit peu au fil de l'eau, et compte tenu des circonstances qui nous imposent de les faire. Donc, vous avez les dépenses d'investissement, vous pourrez noter comme moi l'importance des travaux de... c'est dommage que M. José Garcia soit là, il rappelle que vous avez peut-être plus de renseignements, mais M. le maire pourra peut-être le dire. Les travaux de la rotonde, notamment, à hauteur de 110 000 €. Les ajustements de la méthode pour la mairie, des sommes importantes. Quelques travaux sur la salle universelle polyvalente, la galerie de la Chartreuse, les travaux de la galerie de la Chartreuse, et en recette, nous finançons ça bien entendu avec les subventions mises à compte de la DSI, à compte de la DETR, et d'autres diverses subventions, et le total de ces dépenses et de ces recettes est de 158 362 €. Nous avons également au verso du présent document les dépenses et les recettes de fonctionnement. Il s'agit essentiellement d'honoraires qui sont financés par la recette que nous touchons du département s'agissant de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement. Tout ça pour 4 860 €. Alors, s'agissant des travaux qui ont été faits, j'allais dire, pas dans l'urgence, mais qu'il était impossible de retarder plus avant, peut-être que M. le maire pourra nous donner quelques détails, puisque, en l'absence de notre adjoint aux travaux. Oui, alors sur cette modification de 158 000, vous avez déjà de toute manière 150 000 qui sont pris par les avaries qu'a connu la salle ronde, la salle de motricité de l'école Concorde, donc sur lesquelles nous avons provisionné la réalisation de travaux si possible. On verra si c'est possible cette année, donc c'est pour ça qu'on fait l'ADM, pour essayer de le faire le plus tôt possible, puisqu'il y avait eu un orage au cours de l'hiver qui a été particulièrement violent et qui a provoqué une inondation. Alors par souci de sécurité, on a interdit l'accès à cette salle,
même s'il y a peu de chances qu'il y ait un problème, mais enfin, par précaution. Donc afin de réagir là-dessus, et puis après, sur les différents bâtiments, ce que vous voyez, c'était des questions d'étanchéité ou de profiter des travaux en cours pour pouvoir terminer l'opération qui n'avait peut-être pas forcément été ciblée au départ. Alors s'agissant du détail, bon, vous aurez tous compris qu'il s'agit d'imputer d'un compte à l'autre. C'est pour ça que nous retrouvons des sommes négatives. Il faut nous dans un compte pour aller dans un autre. C'est un problème d'imputation comptable tout à fait classique et ordinaire. Voilà. À somme nulle, puisque c'est l'ADN. Pour la mairie, c'est une augmentation du budget de la mairie ou c'est une avance parce qu'on va plus vite que la musique, enfin pas la musique. Sur l'ajustement de la maîtrise d'œuvre, oui. Par rapport à ce qui a été fléché, je ne sais pas, j'ai pas en tête. C'est une avance publique sur la partie maîtrise d'œuvre. Oui, une avance. Pas d'augmentation. Pareil que la nature. Hein. Ah bon. Dans un cas, on augmente les coûts, On est dans le budget des 700 et quelques euros. De toute façon, oui, donc c'est pas des travaux supplémentaires en tout cas, mais c'est ça, la maîtrise d'œuvre. En général, elle est liée effectivement au coût des travaux, donc après c'est plutôt une histoire de calendrier. Peut-être que ça n'avait pas été versé comme il se devait dans un premier temps et qu'il y a eu un réajustement. Il ne s'agit en aucun cas d'une augmentation. N'est-ce pas, monsieur C'était la question. Mauduit? Oui, c'était la question. N'est-ce pas? Vous êtes satisfait de la réponse? Ce sera versé maintenant, ce sera pas versé l'année suivante. Je suis sensible à votre intérêt pour les deniers de la commune. Oui, mais ça va bien. J'espère bien. Qui est contre? Sur la deuxième page, le document de faisabilité architecturale et réflexion urbaine pour certifier l'urbanisme avec d'Apollon passerelle, 4560 € pour faciliter. C'est la passerelle, hein. Et les honoraires, 4560 €. Oui, c'est l'étude pour faire des travaux sur la passerelle notamment. On envisage de faire des travaux sur la passerelle, voire de la supprimer, on ne sait pas encore. Voire de l'aménager. C'est pour la suite, oui. C'est un vieux débat que nous avons en ce moment. Oui, ça fait longtemps qu'on souhaite refaire la passerelle. Donc on a fait faire une étude, et c'est l'objet de cette étude et nous l'avons financée avec la recette inattendue de la taxe additionnelle. D'accord, et l'étude a été présentée à la commission de travaux, j'imagine. Elle n'a pas eu lieu. Parce qu'il n'y a pas de budget. Donc d'abord on paye et met le budget. Non, d'abord on inscrit le budget et après on lance l'étude. D'accord. Ce qui est attendu présenter, et que ce ne soit pas de bon ressort à la commission de travaux. Les 6 nouveaux portables, c'est des remplacements, c'est pas des nouvelles. Comment ? Les 6 portables de téléphone, c'est des remplacements, c'est pas des abonnements. De plus. C'est ça? C'est des remplacements? Oui, surtout pour permettre aux services sur le terrain, c'est notamment pour les services techniques essentiellement de prendre les photos en live de ce qui se passe et de les rapporter. Ils notent également avec les œuvres pour les travaux de la galerie de la Chartreuse, des dossiers. Non, le portable, c'est pas juste pour le plaisir. Ah, c'est Je peux présenter la réunion si tu veux. On va déjà faire voter. Ah oui, oui, j'indiquais simplement que, étant donné qu'on ne vote pas, qu'on n'a pas voté le budget, on ne votera pas non plus cette DM, puisqu'il y a notamment des éléments concernant le dossier de la mairie, contre lequel nous sommes. Donc nous votons contre. D'accord. Qui est contre? Donc si vous n'étiez pas d'accord pour qu'on refasse la rotonde, par exemple. J'ai dit, compte tenu du Ah fait oui, qu'il y a des éléments dans on n'a pas fait un délit spécial pour la rotonde. Donc je note que vous êtes opposé à la rénovation des travaux de la rotonde. Le reste, qui concerne l'amélioration des bâtiments. Et le sinistre de la rotonde du stade, on reste comme ça. Voilà, bon. Vous voulez que je répète ce que je viens de dire ou vous n'avez pas compris? Donc ça semble pas comprendre. Mais quand même. Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous poursuivons avec le marché aux fournitures de la balayeuse. Bon, alors, c'est en l'absence de M. Garcia qui a suivi de très près ce dossier. Nous avons une délibération concernant l'acquisition d'une balayeuse. Je suppose que vous avez
vu l'intérêt que représente pour nous l'acquisition de ces balayeuses. Ce matériel a été testé de nombreuses fois, a été évalué sur son efficacité par les services. Et nous avons mis en place la liste des offres qui donnera le classement. Bon là, c'est pas un classement extraordinaire, il n'est pas très original, puisqu'il s'agit d'abord du prix, de la valeur technique, caractère fonctionnel, délai de livraison. Alors donc, nous vous demandons d'autoriser le maire à engager la procédure de passation du marché public et d'autoriser M. le maire à signer le marché à intervenir pour un montant prévisionnel de 138 000 € hors taxe. Alors, s'agissant de l'investissement de la balayeuse, je pense que l'argumentation que nous avons développée, que M. le maire va développer, puisque c'est lui, collectivement, nous avons beaucoup parlé de ce dossier, et que nous avons pu voir l'intérêt, malgré son coût élevé, il faut bien le reconnaître, l'intérêt de l'acquisition de la balayeuse en remplacement des opérations de balayage que nous menons 2 fois par an, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, avec une efficacité qui est ce qu'elle est. Donc, M. le maire, si tu veux. Et donc sur la balayeuse, nous avions budgété une somme de 160 000 €, puisqu'on avait eu quelques devis qui nous laissaient penser qu'on serait à cette hauteur-là. Donc TTC, on rentre dans ces 160 000 € TTC. On est à 158 400 ou quelque chose comme ça. On a réussi à raccourcir aussi les délais de livraison, donc on va pouvoir avoir une balayeuse à partir de la mi-octobre. Et donc on l'avait évoqué au dernier conseil municipal lorsque quelqu'un avait parlé des herbes qui poussaient dans les rues. Donc on avait expliqué que cette année, effectivement, compte tenu du coût important qu'on avait mis dans le budget, on n'avait pas lancé l'opération de balayage. Donc jusque-là, on était à 2 opérations de balayage. Ces dernières années, on a été à 4 par le passé, puis à 3 et puis à 2. L'intérêt de cette balayeuse, c'est qu'elle a surtout un bras pour le désherbage, et donc elle va permettre un progrès considérable à nos services en termes d'efficacité, de gain de temps et d'économie aussi de personnel. Ça va dégager du temps pour d'autres actions. Plutôt que de courir dans les, si José était là, je crois, plus de 40 km de voirie de la commune après des herbes dont il ne serait venu, enfin peut-être pas venu à bout de toutes d'ailleurs, en y passant 7 jours sur 7 toute l'année. Voilà. Donc ça va être, c'est sûr, radicalement différent et efficace pour la propreté de la commune. Après, le fait de la posséder, ça nous permet aussi d'agir dès qu'il y a besoin, quoi. Donc en plus du nettoyage récurrent, dans un premier temps on aura plutôt du rattrapage et puis après un nettoyage récurrent. Ce sera aussi intéressant pour notre patrimoine vière et notamment les trottoirs ou les bordures qui peuvent être dégradées par des pousses de plantes. Et puis là, le fait que ce soit nettoyé régulièrement fera qu'elles n'auront pas le temps de pousser, quoi. Donc ça va être assez spectaculaire et ça va changer. Voilà, ça devrait être efficace. Après, sur un plan financier, c'est largement amorti par l'usage qu'on en fera, puisqu'on était à peu près autour de 4 000 € la séance de balayage. Donc quand on en faisait 4, on était plutôt à 20 000, multiplié par 10 années par exemple, pour 4 séances de balayage, ça vous fait 200 000 €. Donc on voit que sur ce plan-là, on coche les bonnes cases, et au lieu d'avoir 2 personnes qui passent beaucoup de temps à couper finalement relativement par rapport à un outil de mécanisation comme celui-ci, peu d'herbe, on n'aura plus qu'une personne sur une journée qui pourra faire beaucoup plus de centaines de mètres et être beaucoup plus efficace. Oui, puis il faut aussi insister quand même sur le fait de la suppression des produits phytosanitaires qui posent pratiquement des problèmes, même si écologiquement c'est évidemment une bonne chose pour les écolos. Et voilà, c'est bon pour la nature. Moi j'entends bien ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord, mais par rapport aux mauvaises herbes qu'il y a actuellement, elles vont rester présentes jusqu'au mois de décembre. Et aucun désherbage, par exemple, sur le haut, il n'y a eu aucun désherbage, il y a des mauvaises herbes qui font pratiquement la vie. Ni sur le bas. Ni sur le bas. Moi je parle vraiment de ce que je connais. Donc jusqu'au mois de décembre, il n'y aura aucun désherbage. Donc en fait on va l'avoir livré mi-octobre.
Mais ça fait partie des négociations. Normalement, le temps de fabrication de la commande par rapport à l'adjudication du marché nous mettait des délais a priori incompressibles qui nous portaient à Noël, quoi. Après, c'est comme ça. Et finalement, on va pouvoir avoir une machine mi-octobre. Donc elle va pouvoir débuter bientôt. Ce qui fait qu'on va profiter aussi de l'automne pour pouvoir commencer ce désherbage. Alors nous sommes d'ailleurs à ce sujet rendu avec M. Marlot, notre directeur, dans la commune de Challes-les-Eaux. Il y a une balayeuse. Nous avons rencontré la directrice des services qui s'est félicitée de l'acquisition de cette balayeuse, même si bon, il y a toujours quelques problèmes quand il s'agit d'un matériel, mais qui l'a jugé globalement positive et qui a exprimé les mêmes arguments que M. le maire vient de vous livrer. Donc il est vrai, c'est un débat que nous avons eu sur le coût de ce matériel et que finalement, compte tenu du coût du balayage, j'allais dire manuel, qui se faisait comme jusque-là, nous avons décidé que c'était un investissement qui allait nous permettre d'ailleurs de répondre à la demande beaucoup plus rapidement et de satisfaire, moi le premier d'ailleurs dans ma rue c'est pareil, je vous le dis tout de suite, satisfaire nos concitoyens qui sont comme nous tous attachés à la propreté. La rue du maire n'a pas été balayée. C'est un scandale. Quel est le plan de charge prévu quel est le plan de charge prévu pour l'utilisation hebdomadaire de cette balayeuse? Ce qui est prévu dans un premier temps, comme on n'a pas eu de balayage cette année, c'est de s'en servir, alors, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ils vont s'en servir presque toute la semaine, peut-être au départ, en tout cas plusieurs jours. Après, une fois qu'on est on va dire, en rythme de croisière, ils ont voulu l'utiliser une journée par semaine. Une journée par semaine. Ce qui fait que ça leur dégage du temps. Alors Et ils ne seront pas forcément toujours obligés d'être deux suivant les secteurs, et donc ils peuvent tout seul dans la balayeuse. Je me doutais de cette réponse. Ah bon, moi je sais pas, je répondais parce que vous non, mais je vous remercie de me répondre, c'est bien pour ça que je pose la question. Et ça engendre ma deuxième question. Et vous avez évoqué Challes-les-Eaux, typiquement sur ce genre de dossier, l'intelligence serait de mutualiser ce type de matériel avec les amis, les communes limitrophes de l'agglomération. Est-ce que cette piste a été explorée? Oui, tout à fait, parce que nous étions un certain nombre dans l'équipe à considérer que c'était effectivement un matériel qui pouvait donner lieu à une mutualisation, qui est d'ailleurs comme beaucoup d'autres projets qu'on peut avoir les uns et les autres. Or, il apparaît que compte tenu de la difficulté administrative de mettre en place un planning pour l'ensemble des communes, or il apparaît que pour les dépenses diverses et variées, notamment en matière d'assurance, comment ça allait, tout ça allait se régler, la quote-part, les cotisations des uns et des autres, les plannings d'utilisation qui devaient tenir compte également des variations de personnel à certains moments. Donc c'est malheureusement, si dans l'esprit, c'est évidemment, je suis d'accord avec vous, c'est évident, mais malheureusement, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Parce que ça donnera lieu alors, à des difficultés considérables. Qui va la conduire? Où va-t-on la ranger? Et ainsi de suite. Donc je veux dire, c'est chaque fois des problèmes administratifs qui se posent. Alors voilà. Non mais justement, moi je pense pas. À mon avis. À moins que monsieur Moji lui donne un... Non mais justement, le fait de l'acheter n'empêche pas une mutualisation. C'est-à-dire que dans ce cas, c'est une façon de faire. C'est-à-dire qu'une fois que le travail a été rattrapé, etc., elle appartient ici, l'assurance est payée par ici. Ça n'empêche pas d'envisager de voir avec le voisin s'il ne veut pas la louer. C'est comme le déneigement. Elle appartient à Barbara et tu la loues. Je veux dire, à Saint-Baldoff. C'est comme le déneigement, tout le monde le veut en même temps. Alors, je vais non, vous dire non, alors là, je vais vous dire un truc. Avec la directrice de Challes-les-Eaux, nous avons évoqué ce problème. Ils ont aussi envisagé une mutualisation. Et vous arrivez, ce à quoi ils sont arrivés, et ben c'est que Challes-les-Eaux, de temps en temps, prête sa machine à des périodes à d'autres communes. Parce que c'est impossible de mettre en place un planning, un plan de charge, un plan de travail, du personnel, à quel endroit, et ainsi de suite, à quelle heure, à quel jour, et ainsi de suite. En fait, ça revient autant en louer une, et donc ça, c'est une prestation de service par une entreprise. Si on est vraiment alors, on peut la louer peut-être. Exactement, c'est ce que je disais. Si on est vraiment un jour par semaine, au bout d'un certain temps, même deux, en vitesse de croisière, tu
Ça ne doit quand même pas être si compliqué de dire Monsieur finalement, Saint-Baldoff, c'est vous l'avez le propre, vendredi, mais ça laisse tout à fait la flexibilité de le décider l'année prochaine, c'est pas un problème. Et une fois de plus, C'est une grande souplesse. vu l'esprit de la mutualisation, Non, non, on a c'est pas rencontré l'esprit, beaucoup ça, je hein, crois ce pas. genre de truc. Tout le monde hurle à la mutualisation, et puis en fait, quand on pose le L'esprit, c'est de dire qu'on peut pas problème, faire. on va au bout du problème. Moi, je vais pas parler de fond de l'esprit, mais je vais vous dire ce que j'ai vu, c'est-à-dire que cette question, elle a déjà été posée, je crois, le soir du vote du budget, quand on a évoqué, donc j'y avais déjà répondu. Et il y a au moins 2 ans, on a eu une réunion avec quasiment, peut-être au moins 8 communes. On était 2 cantons au moins, plus ou moins, qui avaient vu à Barbora, justement à ma demande, parce que j'étais intéressé par cette idée pour acheter ce matériel en commun. Et au bout de quelques réunions, on s'est aperçu, donc c'était pas une vue de l'esprit, c'était très concret dans la salle autour de la table, des multiples difficultés, questions qui s'amoncellent, auxquelles on n'a pas forcément la bonne réponse, et qui viennent forcément et pertinemment du moment où on est dans ce mode de gestion-là. Et c'est pour ça qu'il a été finalement invalidé, parce que derrière, il y a des choses très concrètes. Je suis entièrement d'accord. Et pour pas ce que j'ai dit. préciser aussi d'ailleurs que d'autres intérêts que nous avons et que nous y trouvons, c'est qu'on a la chance et le bénéfice d'avoir les 2 employés qui, à tour de rôle, piloteront cette machine, sont habilités à le faire, l'ont déjà fait dans leur carrière précédemment. Et donc ce sont eux qui d'ailleurs ont guidé le choix de la machine, donc ils vont vraiment prendre quelque chose avec lequel ils vont être familiers et qui savent faire. Et ce qui sera important aussi, c'est tout ce qui est maintenant. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont balayé par exemple toute la matinée, l'après-midi, ils vont la bichonner, ce qui aussi aidera à la durée de vie de l'appareil. Voilà, et pas se confier à n'importe qui. Je vais quand même répondre à M. Fontanel. Votre réponse m'attriste parce que, en fait, vous mettez les problèmes administratifs en avant et malheureusement, c'est là où on voit tous les blocages qu'il y a. Non, parce qu'il y a une solution à ça. Dans le maelstrom administratif dans lequel nous vivons dans ce pays. Il y aurait une solution. Et je trouve ça extrêmement triste. On va le vivre très bien avec notre balayeuse, ce sera parfait justement. Oui, mais du coup, les communes sont suréquipées, on découvre d'investissement. Ah non, pas suréquipées. Aujourd'hui, on n'est pas équipé du tout. C'est du suréquipement. Non, pas du tout. Et donc, ça engendre des coûts que les contribuables payent. Je vous ai parlé de son amortissement. Cette réponse moi, je pense qu'il faudrait pas. La réponse, ce serait non pas une mutualisation, mais à l'avenir, ça serait plus vers une fusion de communes qui se réglerait beaucoup de problèmes à ce niveau-là. D'une balayeuse, vous partez. Oui, enfin, fusionner à cause d'une balayeuse, mais je suis absolument d'accord. Non, ça n'a rien à voir. Avec Fontaine. Alors moi, ce que j'ai suggéré, je suis entièrement d'accord avec ce que disait M. le maire, c'est que plusieurs propriétaires, c'est impossible. Par contre, avoir un propriétaire qui met à disposition, moyennant finance, si on a besoin plus d'une journée par semaine, le jeudi et le vendredi, c'est pour Saint-Baldoff. Tu fais une convention avec le voisin. Une espèce de comité théodule qui gère. Mais tu n'as pas de comité théodule. Ce dont vous rêvez, c'est possible, par exemple, si la communauté d'agglomération souhaitait s'équiper de balayeuses pour faire les balayages à la place des communes. Mais voilà, elle n'a pas envie de faire ça, pour l'instant, c'est pas sur tête. Mais il n'y a rien de dramatique. C'est pas parce qu'il y a des communes que c'est pas possible. Mais voilà, c'est simplement que c'est pas organisé comme ça. Elle prend pas toutes les compétences de la. Non, moi je trouve ça pas bien. Mais par contre, pour nous, ça va être très efficace parce que c'est local, on a un personnel et aujourd'hui, on sait qu'on ne sait pas faire face à ce problème. Il y en a sans doute d'autres qui sont d'ailleurs peut-être déjà équipés, d'autres qui le deviendront sans doute plus tard. Donc pour la commune, c'est un très bon rapport qualité-prix, parce que si vous mettez le prix, je l'amortis sur 10 ans, avec notre usage et notre bon entretien, elle dépassera sans doute un peu les 10 ans. Ça vous fait 160 000 TTC, ça vous fait 16 000 € par an. Vous enlevez les 20 000 € si vous devez avoir que 4 balayages, mais bon, nous ce ne sera pas 4, ce sera 52 au moins. Donc le prix de 52 balayages, je vous laisse entrevoir ce que ça donne. Plus le temps récupéré par les agents qui n'ont pu passer les journées là-dessus, qui devraient théoriquement le faire si on voulait tout enlever comme avec une désherbeuse. Vous gagnez encore beaucoup de temps ici pour mener d'autres actions et dont il ne manque pas. Donc, quand vous l'avez fait le tour de la question sur les aspects financiers, sur les économies réalisées, sur les amortissements et sur le réemploi des services, ça leur permet en fait de faire plus en moins de temps et donc de pouvoir utiliser ce temps à
d'autres actions. Et c'est le défi en matière de ressources humaines et de services auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Si on arrive à faire plus pour moins cher, eh ben on a tout bon, et c'est ce qu'on arrive à faire avec cet investissement. Quand tu penses par exemple qu'on n'arrive même pas à mutualiser les assurances automobiles au niveau de l'agglomération, c'est quand même invraisemblable. Alors on va poursuivre justement après avec un autre marché. J'espère que ça ne fera pas comme le bus. Comme le bus communal qui ensuite a été vendu, qui roulait extrêmement peu, qui a coûté cher à l'achat et qui a été revendu. Il y avait moins d'usage. Je ne suis pas contre l'équipement des services techniques. On l'avait acheté, vous vous rappelez pourquoi? C'était pour que les enfants. Moi je suis pour la productivité maximum, mais c'est mon idée du privé. Pour les gens qui n'ont fait que ça. Là on va gagner justement, cet investissement va nous permettre de gagner de l'argent justement, si vous avez bien compris. Alors qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Nous poursuivons avec le marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation des sanitaires scolaires. Ah, mondial. Bon, bah, de toute manière, c'est comme le titre l'indique, sur la rénovation des sanitaires à l'école de l'Albane et à l'école de la Concorde, avec une tranche ferme qui est l'élémentaire de l'Albane pour 305 000 € de coût hors taxe, la maternelle Alban en option 1 avec 225 000 € et la maternelle Concorde en option 2 avec 115 000 €. Donc, il vous est demandé d'engager la procédure de passation du marché pour un montant qui sera, alors, c'est quoi ce montant, Laurent? 126 000 € hors taxe, oui, pour la maîtrise d'œuvre, voilà, calé sur le résultat de la commission d'appel d'offres. Le phasage. Voilà, donc ça va permettre de lancer le marché sur ces sanitaires, qui est quelque chose d'important, puisque on l'avait évoqué cet été. Lors d'un précédent conseil. Voilà, avec les tuyaux là, qui sont à refaire, les réseaux. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir lancer le marché dans l'hiver et qu'on sera largement prêt pour attaquer sur la période estivale, qui est la plus propice, puisque c'est là qu'on a le plus de vacances. Et plus on avancera dans l'attribution du marché, les dates, les contraintes, plus on sera en mesure de caler plus finement l'organisation sur place. C'est pour ça qu'on a mis des tranches optionnelles. Donc l'important c'est de commencer d'abord par l'élémentaire. Je pense, mais on verra ça au fur et à mesure de l'année, qu'on n'échappera pas à la location peut-être de toilettes extérieures, parce qu'il est possible qu'on soit juste avec les 2 mois. Voilà. Ça peut rentrer, mais ça peut être aussi juste. Donc comme c'est toujours jamais très simple les travaux, je pense qu'on prendra cette précaution. Ça sert, tant mieux. Ça sert pas, enfin ça sert, et si ça sert pas, ben, c'est pas grave. Au moins on aura anticipé. Et puis on devrait ensuite faire la maternelle l'année suivante et la Concorde l'année d'après. Parce que comme c'est des travaux notamment sur l'Albane qui impactent fortement l'école compte tenu de leur durée, ça pourrait perturber les 2 groupes scolaires. Comme on est sur l'été, notamment avec le mois d'août, ça va déjà être compliqué de serrer les entreprises pour la réalisation des travaux. On a réussi, mais on a vu cet été sur le restaurant scolaire et la garderie de l'école Concorde, c'est jamais des périodes faciles. Donc dès du moment où on travaille sur une école, quand il y a des travaux d'ampleur, ça dépend ce que c'est. Après, quand c'est des façades, des fenêtres, ça peut vite changer. Mais ça dépend ce que c'est. On a une contrainte lourde qui est l'impératif de la faire fonctionner avec tous les usagers qu'elle reçoit. Et comme ces réseaux et ces toilettes sont en plein cœur de l'école, elle la couperait en deux sans avoir les accès, c'est trop compliqué. Donc il y a moins d'urgence sur la maternelle Alban. Donc il est plus sage de découper en tranches. Sur la Concorde, ce sera très bien quand ce sera fait, mais il n'y a pas les mêmes degrés d'urgence. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est parti sur ce phasage-là, sur 3 exercices, a priori. Après, en fonction du budget, on verra l'année prochaine, enfin en 2020, mais pour l'instant. Voilà ce qui vous est proposé, en tout cas pour l'instant, pour la maîtrise d'œuvre et les coûts qui sont a priori fléchés
pour ces travaux. Qui est complémentaire, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous poursuivons avec une convention pour un groupement de commandes d'achat de gaz. On parlait de groupement de commandes tout à l'heure. Oui, mais puisque maintenant nous traitions directement nos commandes et nos acquisitions d'énergie à travers des appels d'offres. Comme vous le savez aussi, nous avons eu malheureusement pris connaissance de la majoration importante des tarifs suite à l'évolution des prix du pétrole. Donc ça nous pose quelques soucis. Le balancier revient dans l'autre sens. Donc nous avons décidé d'adhérer au CIAN, plutôt d'ailleurs qu'à l'UGAP, puisque après étude, apparemment, le travail du CIAN se semblerait beaucoup plus efficace et beaucoup plus, j'allais dire, rentable pour la commune que l'UGAP. Est-ce que toi tu n'as parlé de l'UGAP? Non. Si. Non. Il n'y a pas eu un avis d'ailleurs très favorable sur l'UGAP. Totalement négatif. Voilà. En gros, si vous voulez payer plus cher, passez par là. Voilà. Donc là, c'est pas le cas, c'est justement que nous avons. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait d'ailleurs. D'adhérer au CIAN. Il y a toujours un truc, mais pas le gaz. D'adhérer au C'est CIAN. vrai pour l'informatique, c'est vrai pour. La prochaine convention, ça se termine quand? Ça va marcher, Laurent, là, avec EDF. Là, c'est pour aller sur la fin d'année. Hein? 31 octobre. On a pris 30% de majoration, là, c'est ça? 30% de majoration. Donc nous avons décidé d'adhérer au CIAN, qui semble-t-il serait le plus efficace et le plus dynamique pour notre commune, qui nous permettrait effectivement, ça paraît tellement logique, de faire des achats groupés et d'obtenir donc des tarifs plus intéressants. Donc nous estimons que le CIAN sera apte à répondre à cette demande. Alors le coût d'adhésion au CIAN, je ne sais pas si vous avez lu la convention, moi je l'ai parcouru, s'élève à 30 centimes d'euros par habitant, ce qui est quand même raisonnable. Hein, c'est ça, et non pas 30 euros comme l'autre jour, 30 centimes d'euros par habitant. Voilà, je pense que nous avons tout intérêt à adhérer à ce groupement. Donc ce sera effectif, ce sera un marché pour l'année prochaine, effectif à partir, comme c'est indiqué dans le document qui vous est joint, du 1er septembre de l'année prochaine pour le renouvellement, du renouvellement qu'on vient de faire là. Voilà. Avec donc une charge à caractère général, on risque d'augmenter un petit peu. Justement, c'est ce qu'il y avait d'ailleurs, je me souviens de mémoire, c'est ce qu'il y avait dit Sylvie l'année dernière, c'était ça. Donc on a une comparaison des tarifs, parce que là, juste pour information, le CIAN par rapport à où on en est, parce que évidemment ce n'est pas une, on ne peut pas prévoir le futur, enfin si on peut, mais par définition on se trompe, mais à date d'aujourd'hui, quel est le tarif du CIAN et quel est le tarif de ce qu'on a? Parce que ce serait bien justement de, juste pour information, de savoir combien on gagne. Monsieur Marlot à l'info. Ouais, en fait ils ont contractualisé après nous, et donc ils ont obtenu des tarifs qui sont bien inférieurs à ceux qu'on a aujourd'hui. Ouais, parce qu'ils sont décalés d'un an aussi. Donc c'est clair qu'à la date d'aujourd'hui, ils vont se choper, mais ils vont arriver à échéance l'année prochaine, donc ça va augmenter l'année prochaine. Ouais, il y a un jeu de timing qui est évident à anticiper. Ouais, nous on avait eu la réduction avant, ils l'ont après, donc comme c'est des durées fixes, ils l'ont plus longtemps, etc. Donc nous on a pris 30% en fait. Ce qui fait un coût de combien à peu près 30%? Je n'ai pas de chiffre en tête, mais c'est pas plus bizarre. Juste pour une réflexion qui n'est pas du tout 30%. Parce que moi je suis pour. Sur la consommation de gaz de Barbara, ça doit faire à peu près 25 millions. Ah oui. Ce qui serait bien, c'est d'avoir 2-3 chiffres. Juste pour... On les aura si vous oui, non, mais pour la étudier en commission finance, on regardera ce problème-là. Parce que je n'ai pas raté une condition. Ça fait partie des charges à caractère général sur lesquelles on peut travailler. Non mais c'est très bien, moi je suis pour, donc il n'y a pas de souci. C'est juste pour information, ce serait bien de savoir... Tu as eu un début de réponse, actuellement les tarifs du CIAN sont largement inférieurs. Mais comme ils vont arriver à échéance au moment où on va les joindre, on ne sait pas en fait. Mais ça c'est normal. Non mais je ne critique pas, je dis simplement que ce sont des informations intéressantes. C'est-à-dire parmi les marchés, on essaye de tirer le mieux son épingle du jeu, mais enfin... On y a gagné la première année, on y perd la dernière, c'est logique, vu que c'est des durées fixes. Aussi sur le... Sachant que la tendance est toujours à l'augmentation de façon globale et générale, c'est le fait de repasser ces marchés qui parfois nous permettent de faire des économies. On fait actuellement sur l'agro-poste du ménage, on a fait une appel qui est en cours, et là encore nous espérons gagner quelques sous.
pose en permanence. Sans parler du prix de l'essence, quand on sait combien on le paye, alors que quand on sait combien on coûte, on est un peu prisonnier. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie pour le lancement et l'adhésion à ce document de commande. Nous passons à l'autorisation de signature. Alors, les délibérations extrêmement importantes. Les consommations électriques d'abribus payées par la commune de l'agglomération font l'objet d'un remboursement annuel sur la base d'une convention jointe au présent rapport. Ce remboursement représente 915,17 €. L'avenant présenté vise à tenir compte de l'évolution du coût d'électricité du fait des nouvelles taxes. Nous aurons donc une revalorisation de 1,45 €. Voilà, donc je pense que personne ne se posera à ce que nous récupérions 915 €. Ça coûte plus cher en fonctionnaire pour... Qu'est-ce que ça On rapporte n'aura quand même pas autant. Ouais. En tout cas, nous, on a fait la défense. Je laisse la parole à Geneviève Mongelat pour la réception d'un don. La commune, dans le centre-bourg, envisage d'ériger une statue de Livio Benedetti qui s'appelle Pas de deux. Vous avez rejoint le devis de cette acquisition. Ainsi, je participerai donc à l'achat de cette statue, et cette participation ne peut se faire que sous forme de don, et il faut une délibération du conseil municipal pour que l'on puisse accepter ce don. Donc il vous est proposé cette délibération pour que nous puissions, pour que Vinci puisse donc nous verser cette subvention en forme de don, qui s'élèverait à 35 150 € TTC. Non, ça c'est la Vinci, pardon, ça c'est le montant de la... C'est le coût total de la don, et Vinci participerait, c'est à la moitié, à 16 000 €, pardon. Vous avez en photo la statue, là. Donc ça veut dire que la participation de la mairie, c'est donc la moitié du coût. Autour de 17 500 €. C'est quand même pas une petite dépense. C'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi, M. Fontanet? Mais c'est une dépense utile. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. J'aime beaucoup cet artiste. Je connais beaucoup d'œuvres. Mais je trouve qu'il est dommage que la commune n'ait pas pensé à une souscription. Ouais, Je ne sais pas si vous avez vu la presse d'hier, la souscription qu'a lancée Chambéry pour l'acquisition d'une œuvre. Actuellement, il en soit à 6 000 € pour l'acquisition d'une œuvre qui s'appelle la Lorelai, et justement il tire la sonnette d'alarme parce qu'ils n'arrivent pas à avoir. Cela dit, nous n'empêchons quiconque à nous faire des dons. Que ce soit pour ça ou autre chose. Mais c'est quand même une somme. Ou des legs. Je lance un appel. Ouais, c'est pas qu'il y en a qui faire des dons. Donc, moi, j'avoue que personnellement, je regrette que le choix n'ait pas été Écoutez, fait. une souscription, je connais un petit peu la question, puisque, vous savez peut-être, mais mon père s'était occupé de la souscription pour la fontaine des éléphants. Nombreuses souscriptions. Il a fait un travail considérable, puisque c'était un montant de l'ordre d'1 million d'euros, je crois, la rénovation des éléphants. C'était très important. Il a sollicité tout le monde avec son autorité naturelle, c'est-à-dire que les types se cachaient pour éviter de lui donner, parce que bon, il avait une telle autorité et que tout le monde se sentait plus ou moins obligé de participer. Il a sollicité les banques, il a fait des courriers de partout, dans toutes les collectivités, et ainsi de suite. Et il est arrivé à récupérer 200 000 €. Après un boulot considérable. Et la fontaine des éléphants, ça a une autre portée symbolique que la statue de Benedetti, que nous adorons d'ailleurs, hein, tous. On a la chance d'avoir un artiste mondialement, enfin presque mondialement reconnu, il faut en profiter. Donc l'idée de la souscription, oui, c'est une bonne idée. Mais d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez qu'on en fasse une, on fasse aussi, on va faire une souscription. Vous n'allez pas être déçus. Vous allez voir le travail que c'est. Après, je ne suis pas certain que l'objet principal se situe sur le mode de financement. Voilà. Justement, ce qu'on présente, c'est que
voilà, la commune se dote d'une statue, donc d'une œuvre d'art, comme elle en a déjà quelques-unes, pas forcément beaucoup, et c'est une bonne chose. Alors après, on est d'accord ou pas avec des acquisitions d'œuvres d'art, moi je trouve que de temps en temps c'est bien. Ça fait partie de l'embellissement du territoire au même titre que d'autres travaux que nous pouvons réaliser, mais qui sont plus du domaine artistique. Et en l'occurrence, je ne sais pas si c'est mieux ou pas qu'une souscription, mais on trouve un mécène qui nous la finance à moitié du prix d'un déjà. Voilà, donc c'est rapide C'est et efficace. Voilà. Une souscription qui arriverait à 50% du montant de l'investissement, qui en général pas tout à fait donné. Je ne sais pas, les cloches du Carillon aussi, ça va être un exemple, parce qu'il y a une souscription aussi pour le Carillon. C'est-à-dire, ça serait intéressant de Là, ce savoir. sont des très gros montants, comme moi j'ai bien présenté aussi à la gauche pour les éléphants, mais pour le rideau de la scène. Mais voilà, ça c'est des choses qui sont, comment dire, très moins historiques, en tout cas les projets, les cloches. Alors peut-être que maintenant, la situation économique semblant s'améliorer, parce qu'on sollicite beaucoup les entreprises pour ce genre de choses, qui sont, et les banques, et les assurances, et ainsi de suite, qui sont submergées de ce genre de demandes. Je me souviens, tu as dû l'avoir, moi-même dans mon petit violon, j'étais sollicité souvent pour des trucs. Bon. Eh bien. Quand tu as répondu à tout, on peut pas. Alors peut-être qu'aujourd'hui on arrivera à faire quelque chose, mais ne rêvons pas. Nous avons les moyens de le faire, on a un sponsor. Vous avez dit qu'on a les moyens, parce que quelquefois, rien que pour 1000 €, vous ergotez, et là, on a les moyens. C'est ça que je trouve un peu difficile à comprendre. Si on ergote 15 fois pour 1000 quelquefois pour 100 €, pour la psychologue scolaire, ça je m'en souviens. Moi je n'ergoterai jamais pour des œuvres artistiques. Ça nous permet de participer au développement culturel de nos concitoyens, qui est une très bonne chose, de les ouvrir à l'art et notamment à la sculpture, qui n'est pas forcément connue de tout le monde et appréciée de tout le monde. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Ça c'est le. Comment dire, c'est un vieux commun, ça n'est pas classique. Et quand vous verrez si ça, ça vous procurera une émotion, parce que l'art c'est ça, c'est pour mais c'est bien, mais c'est pas la peine de l'acheter. Alors, donc je vous propose. Moi j'ai une question, je découvre ce dossier, enfin je l'ai découvert quand j'ai lu le rapport du conseil municipal. Je voulais savoir si ça avait été validé par la commission culture. Est-ce qu'il y a une commission culture qui s'est réunie qui a validé cette acquisition? Oui, je fais partie de la réunion pour ça. On est allé sur place voir les heures, ceux qui étaient disponibles. On est allé sur place 2 fois, déjà. Sur place, il y avait des gens de la commission qui sont venus voir sur place, exactement. Ouais. Il y a quelqu'un chez moi animation, qui culture, etc. Non. Voilà, donc en tout cas c'est le projet on fera aussi pour la mairie probablement. Celui-là, on a les gardes de chance de se tromper avec les non, mais après tous les goûts qu'on a. D'ailleurs, si vous voulez, moi j'envisage, on va rire un peu, il y a un bâtiment magnifique qui est en train de pourrir sur pied, pas loin d'ici, qui s'appelle le château de Buisson-Rouen, qui est la propriété de la ville de Chambéry. Si vous voulez, Madame Antonioni, on pourrait faire une souscription pour sauver le château de Boigne. On pourrait peut-être même racheter le château de Boigne à la ville de Chambéry. Il y a des villes qui font régulièrement des souscriptions parce qu'effectivement, elles n'arrivent pas à faire face à. Vous vous rendez compte ce qu'on pourrait faire avec ces bâtiments? Nous vendrait ça 1 €, je pense bien qu'on en s'en débarrasser. Pourquoi ils auraient pu s'en débarrasser? Bon, c'est pas le sujet. Donc, ce que je vous propose, je crois qu'on parle une œuvre financée par un don de moitié. Donc, j'ai juste une deuxième question. Je voulais savoir qu'est-ce qui avait guidé votre choix sur cette œuvre, quelle est la portée symbolique de cette œuvre dans le cadre du centre-ville. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette œuvre-là? C'est le lien. Ouais, le lien. C'est le lien, le partage. C'était une œuvre qu'on ne retrouve nulle part ailleurs pour l'instant. Les statues de Lillo qui sont présentées. Parce que les autres, elles étaient pratiquement déjà toutes, soit sur la ville de Chambéry, soit elles sont à Tignes, soit elles sont à. Les autres œuvres qui étaient présentes, elles étaient déjà, disons, acquises par d'autres communes. Celle-là nous a plu. Oui, parce qu'elle a la symbolique.
la symbolique, du lien, du partage, et puis en plus, vous savez que Benedetti, je sais pas, Benedetti, oui, Benedetti, il a une caractéristique extraordinaire dans sa sculpture, c'est que sur du massif, il arrive à donner de l'élan, de la légèreté et de l'harmonie. Et c'est exactement le cas de cette sculpture, qui semble aérienne, alors que pourtant, elle est massive. Voilà le choix. Nous avons tous été convaincus, et je dois dire qu'on est quelques-uns à être restés un peu en pleine émotion devant cette ces sculptures. Donc on la découvrira dans un an, peut-être, je ne sais pas, on verra. Merci à Vinci. Même si c'est la loi. Place de la mairie. Place de la mairie. Place de la mairie. Oui, on va la oui. Non, c'est pour le centre, donc ce sera dans le centre. Bon, on y travaillera certainement ensemble. Le document est indiqué place de la mairie. Oui, c'est ça. Si, parce que alors là, si, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est quelque chose qui doit être partagé par l'ensemble. L'emplacement de cette œuvre. D'accord. Et par rapport au monument, enfin, je pense à l'emplacement, et par rapport au monument aux morts. Non mais rien n'est décidé. Rien n'est décidé. Parce que on pourrait, sur un plan ou sur la maquette, décider déjà précisément l'emplacement. Et Geneviève m'a souvent sollicité pour définir le lieu. Je pense qu'il est plus sage, au printemps, les abords, après, vers la finition de la mairie, seront faits, en tout cas à l'été. De se rendre compte en réalité ce que c'est, même si on a déjà des petites idées par rapport à ce qui borde la place, pour bien dire, bon bah allez, on met ça à cet endroit-là, parce que c'est pas grand-chose à faire, que ce soit le monument aux morts ou la statue. Et voilà, on gardera ça, on va dire, en dimension réelle, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'en rendre compte, parce qu'on a les grillages, il y a le chantier. Donc c'est un peu prématuré. C'est vrai qu'il faut attendre. Alors après, il n'y a pas 50 possibilités, hein, mais donc ce ne sera pas un gros problème à résoudre, mais on y verra plus. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous poursuivons avec les admissions en non-valeur. Bon, là, vous avez un certain nombre d'admissions que nous allons passer, qui sont devenues irrécouvrables. Je ne pense pas qu'il y a lieu de faire un débat là-dessus. Il s'agit d'un montant de 2 229 €. Je pense que toutes les procédures ont été mises en place et à un moment donné, eh bien, on passe ça en valeur. Moi, j'ai juste un débat, si, justement. Je suis désolé. Sur la ligne, la fourrière, ça fait 50% qui saute. Donc je ne comprends pas le fait que ce soit irrecouvrable. Ce que je me demande, c'est quel est l'intérêt de mettre des amendes. Est-ce que c'est un accident ou est-ce que ça va être récurrent? C'est-à-dire que ta remarque, elle vient a posteriori. Oui, non, mais a priori, quand on met. Qu'est-ce qu'on en retire? Alors, qu'est-ce qu'on en retire pour le futur? Ça va passer après au domaine, je pense. Ça dépend sur qui ça tombe. Le problème des fourrières, c'est que des fois, c'est plus ou moins, peut-être que c'est le cas, je sais pas moi, des épaves de types qui sont venus, je vais peut-être caricaturer, mais de Grenoble, qui ont lâché ça ici, puis voilà, j'en sais rien, je sais pas. Non, mais c'est ce que je... La police. Parce que le fait de mettre des trucs de... Enfin, le fait de mettre ces amendes à hauteur de 2500 € coûte un certain fric, si à la sortie, ça coûte autant de fric de ne pas les recouvrer. Je pense que c'est un montant, c'est plusieurs amendes. Oui, oui, je sais bien. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à la limite, le service de... Enfin, la fonction de mettre des amendes, si elle va coûter un certain argent, ce qui est normal, et si à la sortie, elle rapporte beaucoup moins que ce qu'elle coûte... Alors là, il n'y a pas celles qui ont rapporté, donc... Oui, mais on ne peut pas supprimer la fourrière. Si, il y a celles qui ont rapporté, c'était 2500. Non, mais c'était sur des recettes de 308 000 € au total, donc je pense que... Non, la recette de police, c'est 2500. C'est 2500, là. C'est pour ça que je parle de cette ligne-là. Le reste, c'est zéro. Le reste, c'est normal, c'est un déchet habituel. Oui, ce que je veux dire, c'est que là, il y a un déchet de 50%, et donc je pose juste la question, et c'est uniquement pour apprendre pour le futur, est-ce que ça vaut le coup de maintenir le fait de mettre des amendes? Bah sinon, la voiture, elle reste. Voilà. Non, mais tu la fous en fourrière, tu ne cherches même pas à récupérer le blé, tu sais que... Enfin, j'en sais rien. Quand tu as une épave sur un parking... Oui, ça c'est une chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je redis ce que je disais au départ. On ne peut pas forcément savoir à l'avance que la personne dont la voiture, dont le véhicule va être mis en fourrière, ne peut pas le payer. Donc
Régie, quoi. Après, voilà. Et si jamais on était de 20, eh ben, je sais pas, peut-être qu'on la payerait tout de suite, mais comme c'est pas le cas. La fourrière, c'est énervé. On n'est pas là. Un peu sans solution. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous poursuivons avec un peu le même thème sur l'effacement d'une dette, mais qui n'est pas colossale, n'est-ce pas? Oui. Vas-y Philippe. Ah non, c'est toi. C'est Yvette. Ce gros dossier est pour Yvette. Oui, donc à la réception d'un jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 26 février, transmis par la trésorerie le 27 avril, la commune acte la clôture des procédures de rétablissement personnel suite à un surendettement de Madame et Monsieur au motif d'insuffisance d'actifs avec effacement de dette. Le recouvrement contentieux de titres de crèche intervenant entre 2015 au bénéfice de la commune n'a pu aboutir malgré les multiples démarches de la trésorerie. Suite au jugement, ce titre doit donc être effacé sans S, titre légitime mais dont on ne peut pas poursuivre le recouvrement et la somme correspondante de 8,78 € remboursée. Compte tenu de l'ancienneté du dossier, la trésorerie sollicite une décision officielle de la commune justifiant la dépense sur l'exercice 2018 en application du jugement. Il est proposé au conseil municipal d'acter l'effacement de dette et le remboursement correspondant de 8,78 € sur l'exercice 2018. Merci, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous poursuivons avec une garantie d'emprunt traditionnelle pour le Pax de la Savoie. Vous savez, les collectivités se portent, on allait dire, caution garante des emprunts réalisés par l'OPAC. Donc quand il y a une modification d'emprunt, il y a donc également modification de garantie. Tel est l'objet de la présente délibération. Il s'agit pour nous de nous adapter et de donner notre garantie au prêt renégocié par le pacte auprès de la Caisse des dépôts et consignation. On trouve la même chose au sein de conseils d'autres collectivités. C'est pareil. Oui, là c'est pour ma formation personnelle. Toutes les collectivités. Donc en fait, ça veut dire quoi ça, le rembourseur c'est l'OPAC, c'est ça? L'emprunteur c'est l'OPAC et l'emprunteur c'est c'est le garant. Voilà. Et les collectivités. Donc au cas où l'OPAC ne rembourse pas, c'est les garants qui l'ensemble des collectivités payent. Mais ça n'arrive pas. Parce que c'est le PAC, et parce que c'est la Caisse des dépôts, et parce que c'est... Mais de toute manière, on a mais les banques demandent quand même une garantie. Donc ça peut arriver, sinon ils n'auraient pas demandé de garantie. Parce que la théorie que ça n'arrive pas, c'est dans ce cas, il n'y a pas de garantie. Mais bon, je suis d'accord que la probabilité est nulle. Du vécu. De toute manière, si ça arrive, ça fera peut-être encore plus d'effet que la DGF sur l'ensemble des collectivités de France et de Navarre. Oui, ça c'est clair. Parce que là, pour le coup, il n'y en aura aucune qui sera épargnée. Le pacte de Rio de Janeiro, je pense, là, zone garantie. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous poursuivons avec Yvette Fétaz avec le projet de modification du PLH 2014-2019. La communauté d'agglomération est dotée d'un PLH adopté par le Conseil communautaire du 19 décembre 2013. Dans le cadre du PLH 2014-2019, les objectifs de production de logements sociaux sur les communes en rattrapage au titre de la loi SRU ont été mutualisés. Suivant les dispositions de la loi Égalité-Citoyenneté du 27 janvier 2017, la possibilité de recourir à la mutualisation des objectifs triennaux n'est plus possible au-delà d'une période triennale. Le PLH ayant acté une mutualisation sur la durée totale de 6 ans, les objectifs de ces communes doivent être mis en conformité avec les objectifs triennaux de la période 2017-2019 de rattrapage notifié aux communes. Les nouveaux objectifs sont détaillés en annexe. L'article 62.4 du CCH stipule que le programme local de l'habitat fait obligatoirement l'objet dans un délai de 2 ans d'une modification pour prendre en compte de nouvelles obligations applicables aux communes de son territoire en application des articles 302.5 et suivants relatifs aux obligations en matière de logements sociaux issus de la loi SRU. Par conséquent, une procédure de modification a été engagée par délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2018. Le projet de modification 6 juin a été transmis pour avis aux représentants de l'État dans le département ainsi qu'aux communes membres pour avis. Le projet de modification sera approuvé ensuite par le Conseil communautaire. Donc, vu
des statuts de Chambéry Métropole Cœur des Vosges qui dispose que la communauté d'agglomération est compétente en matière d'équilibre social de l'habitat, vu le code de la construction de l'habitation, délibération 154-13 du Conseil communautaire du 13 décembre 2013, adoptant le programme local de l'habitat 2014-2019, délibération du Conseil communautaire du 12 juillet validant le projet de modification permettant d'engager la procédure de modification du programme local de l'habitat 14-19, il est proposé au Conseil municipal d'émettre un avis favorable sur le projet de modification programme local de l'habitat 2014-2019 tel que détaillé ci-dessus et dans le document joint. Voilà, donc ça ne change rien dans les faits, puisqu'on arrive à des objectifs qui passent de 54 et 65 à 40 et 65, compte tenu du premier triennal qui est passé. Donc pour le triennal en cours, c'est le même objectif que précédemment, mais simplement ils ont réajusté avec leurs nouvelles obligations et nouvelles formules l'ensemble de ces calculs, mais de toute manière, nous avons dépassé nos objectifs, donc dans tous les cas, nous ne sommes pas inquiétés. S'il y a des remarques, des questions. Je vais essayer de comprendre le tableau parce qu'au début j'ai mis un moment à le comprendre. La colonne marquée 33% doit a priori faire 33% de la première colonne, en toute logique. Sachant qu'évidemment c'est ventilé différemment d'une commune à l'autre, donc nous on est à 52 et comme on est au-dessus tout va bien. C'est ça? Les 33% en général c'est, si tu veux, tu dois, c'est complexe hein, si on commence à partir là-dedans, je ne voudrais pas vous perdre ou me perdre aussi, dans l'objectif triennal, au minimum, on doit réussir 33% de l'objectif triennal. Si on n'y arrive pas, ce qui nous est déjà arrivé, alors là, après, on passe au cran du dessus, c'est là qu'il y a le décret de carence. D'accord. Alors justement, je posais cette question parce que quand je faisais le calcul, sous réserve d'avoir bien compris le calcul, parce que c'est pas évident, donc j'ai fait Barbera plus Bassin plus Chalaiseau plus La Motte plus Saint-Alban, parce que si j'ai bien compris, c'est un truc mutualisé, donc c'est l'ensemble. Donc 119 plus 88 plus 141, blablabla, ça fait 679, et le truc de départ, ça fait 2280. Et bien ça fait pas 33%. Donc on sent carence. Je suis désolé, tu m'as bien dit. Oui, je tu as additionné toutes les communes. J'ai additionné toutes les communes. Leurs Première colonne de résidence principale. Voilà, la première tu colonne. arrives à 2000 quelque chose. En gros, tu vois par exemple Barbera, 230 et 119. Donc 119 sur 230, ça fait 52%. On est largement au-delà des 33. C'est du temps sur... Non mais moi je suis un peu spécial. Ensuite, non mais on peut, mais je veux dire c'est... Non mais justement, mais par contre, je sais pas, ça peut nous impacter parce que... de comprendre le tableau, moi je me suis savez, posé les mêmes questions que mon voisin, parce que j'ai lu ce tableau. J'ai déjà lu. Je lui ai demandé à la rapporteure du dossier de nous l'expliquer. Ah pardon, j'ai pas entendu. J'ai eu l'occasion largement de me pencher sur ces questions. Compte tenu c'est compliqué ce merde, pardon. Où Barbera a été amené à se trouver avec les objectifs qu'on lui avait assignés à l'époque. Et donc depuis, on a largement abordé ce sujet. Et j'ai parfois pointé du doigt des questions auprès des services de l'État eux-mêmes qui se sont amenés, je n'avais pas forcément la réponse, mais j'avais, comment dire, les questions. Avec un petit doute derrière, et finalement ils se sont, alors que je serais incapable de faire leur calcul parce qu'ils sont très complexes, parce qu'il y a du glissant, ils avaient été amenés à corriger finalement les calculs qui étaient faux. Mais bon, moi ce qui m'importe, c'est pas tellement la totalité des communes en rattrapage. Barbera, nous avions 80 logements à faire, on nous en assigne 105 finalement à ce jour, mais en fait pour Barbera, il n'y a pas de change rien du tout. Ma remarque, je dis juste qu'il serait intéressant de valider que le calcul... Mais si vous regardez bien, Fabrice, dans le deuxième triennal, on nous en a signé 65, et aujourd'hui, dans ce même triennal, malgré la modification et les logements en plus qui nous sont demandés, on nous en assigne toujours 65. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de changement pour nous. Ce que je veux juste dire... Parce que la différence s'est faite sur le premier triennal. Par rapport à ce que tu as dit, tu sais, sur l'histoire que si on est en dessous de 30%, il y a un problème de carence avec des pénalités. Aujourd'hui, si ce calcul est fait au niveau de l'agglo, ce que je comprends,
on est en dessous des 33%. Ce calcul est en dessous. Non, il n'est pas fait au niveau de l'agglomération. Ça, ce serait en tout cas, aspiration, ça j'aimerais bien. 679 divisé par 2280 ne fait pas 33%. Donc ce que je fais juste un petit warning. S'il y a des pénalités qui vont se déclencher parce que c'est pas suffisant, il y a des gens. Enfin, tu vois. C'est pas nous qui allons nous choper un truc, mais tu vois. C'est par commune. Ouais, Bassin, 13%. Ah bah, Bassin est à 13, Châles à 27. C'est comme ça, c'est arrivé à d'autres, malheureusement, parce qu'on avait des objectifs PLH qui étaient bien supérieurs à 80 logements, on savait qu'on pouvait les réaliser. Si on nous en avait assigné 200 ou 400, donc ta réponse c'est que de toute façon on s'en serait à nouveau en La réponse c'est que pour Barbara, de toute façon on est tranquille. Donc c'est pas grave. Ça c'est le scénario d'avant. Scénario d'aujourd'hui. Scénario d'aujourd'hui, on les félicite parce qu'on dépasse nos objectifs. C'est mieux de nous taper sur les doigts parce qu'on n'en atteint pas le tiers. Et qui s'abstient? Je vous remercie. Alors nous passons au foncier. Bon, Guillaume n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'on a? Acquisition d'une parcelle à Madame Fontaine. Donc c'est une dame qui a une parcelle de 26 mètres carrés placée en zone UD au chemin des Prés que la commune a fait acquérir pour 3 000 €, puisqu'en fait c'est là où elle a pu créer un trottoir. Voilà. Voilà, c'est dans le cadre des travaux de réaménagement de la rue. Qui est contre. Alors les autres, il y a eu des dons, des donations, oui, des terrains. La totalité ce sont des dons parce que dans la totalité des cas, c'était une régularisation, c'est-à-dire que vous avez, je vais prendre un exemple parlant pour tous, un muret qui vient clôturer votre propriété et vous aviez dans la route, qui était route depuis 50 ans, en fait un reliquat de propriété, et donc on faisait une régularisation qui se calait sur le mur qui était depuis 50 ans, le mur de la maison, donc ça changeait rien, et d'ailleurs dans la quasi-totalité des cas, sauf exception, ce qui est le cas ici, nous avons des sessions gratuites, et nous sollicitons bien entendu des sessions gratuites. Là par contre nous avons réduit, on a empiété à l'intérieur de la propriété, dans le jardin, la pelouse, par la volonté de la commune de vouloir créer un trottoir, sinon il n'y avait pas moyen de le réaliser. Et c'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite nous avons la question de l'indemnité de gardiennage de l'église à l'association diocésaine. Donc c'est plus un jeu d'écriture, puisque par conventionnement habituel, comme là il y a des nouveaux occupants, c'est pour ça qu'on repasse la convention de façon générale. Donc il y a un plafond qui est à 179,86 €. On met des indemnités de gardiennage à 152,45 €, c'est-à-dire qu'on met un loyer à 152 €, en échange duquel on considère qu'on a un gardiennage qui vaut cette même valeur, et ce qui fait que c'est un jeu de somme nulle, et ça permet l'entretien de la propriété pour les actions pastorales. Qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Nous avons ensuite les tarifs d'occupation du domaine public lorsque nous serons sollicités pour des emplacements, notamment dans le futur cadre du centre-bourg. Donc on a mis un tarif à 2,5 € du mètre carré par mois. Quelle référence c'est écrit pour mettre de 50? C'est un peu arbitraire, parce qu'il y a un tarif... c'est le doigt mouillé? Comment? C'est le doigt mouillé? Non, c'est pas forcément le doigt mouillé, mais un calcul n'en vaut pas un autre. On a regardé un peu les tarifs qu'on pouvait avoir alentour ou sur la ville de Chambéry. On s'est dit que nous, Chambéry, on n'était pas Chambéry, et qu'on n'était pas là pour faire de l'argent, ou en tout cas, mais qu'en même temps, il fallait que, je veux dire, les gens, ils vont faire de l'argent avec ça. On pense par exemple à une terrasse demain. Donc voilà, c'est plus symbolique, c'est modique, mais par exemple, sur environ 60 mètres carrés, ça peut représenter 1 000 € par an. Donc c'est correct. Les autres communes de Châles, la je crois qu'ils ont à peu près des tarifs de ce genre-là, qu'on retrouve peut-être aussi à la Motte. Voilà. Après, je ne saurais pas dire, je ne sais plus les tarifs précis. On est dans le prix des communes périphériques de Chambéry. Oui.
ça fait... Chambéry, c'est 3 fois plus, je crois. Non, mais comme une périphérique. Oui. Il faut toujours faire attention avec ça, il faut faire un truc qui soit... Le gars qui pas se met trop là, il va grave, pas partir à la en même temps, parce que c'est soit pas dissuasif non plus pour c'est que l'activité commerciale s'installe. C'est pour ça disons que qu'avec un café par mètre carré dans le mois, c'est remboursé. On espère qu'il y en aura un peu plus que ça de vendu. Normalement, ça devrait le faire. Qui s'abstient? Je vous remercie. Je laisse la parole à Madame Thiebaud pour une autorisation de signature concernant le contrat enfance-jeunesse sur la période 18 à 21. Le contrat enfance-jeunesse arrive à son terme. Donc, il est conclu avec la caisse d'allocation familiale par période de 4 ans et encadre la mise en œuvre de la politique enfance-jeunesse menée par le CIVU du canton de la Ravoire pour les services enfance-jeunesse et la commune pour les services petite enfance. Ce contrat d'objectif et de cofinancement intégré au contrat cantonal jeunesse est également coordonné par le CIVU en lien avec le département. L'objet de la présente délibération est d'autoriser la poursuite de cette démarche partenariale à la base des services enfance-jeunesse à l'œuvre sur le territoire communal, passant par la conclusion d'un nouveau contrat enfance-jeunesse pour la période donc, de 2018-2021. Dans le cadre et au titre de sa politique petite enfance, la commune de Barbera entend améliorer la qualité d'accueil et approfondir l'activité de ses services multi-accueil et relais assistantes maternelles autour d'un schéma de développement. Au terme des réunions du comité consultatif petite enfance du 5 septembre 2017, du 16 mars 2017 et du 1er mars 2018, en lien avec les services du conseil départemental et de la CAF, les 2 axes retenus sont les suivants: croiser les regards entre différents partenaires, favoriser les actions permettant l'épanouissement et l'intégration dans la société des familles et des enfants. Ces 2 axes se concrétiseront notamment par des actions suivantes: créer un fonds de bibliothèque technique partagée, développer le partenariat relais assistant maternel et multi-accueil, notamment à la bibliothèque, prêter du matériel pédagogique, créer des temps de rencontre, réflexion en interne, travailler le temps d'adaptation et d'intégration de la famille de l'enfant, donc usagers et employeurs pour les relais d'assistante maternelle, et travailler le temps du départ, c'est-à-dire le détachement de l'enfant. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver le schéma de développement ci-dessus et d'autoriser la signature du CEJ 2018-2021 en cours de finalisation avec la CAF. Donc, bravo pour ce travail réalisé en concordance avec les services. C'est toujours un bon moment de se reposer les bonnes questions et de savoir sur quel axe on va développer dans les années à venir. Je rappellerai simplement que on revient, on va dire, sur des fondamentaux, et ce qui est intéressant aussi, après 2 CEJ qui ont été particulièrement denses dans leur ambition et leur projet, puisque nous avions dans le précédent comme objectif la création du relais assistante maternelle, qui a été une vraie plus-value pour le service petite enfance dans le cadre du CEJ, et dans le CEJ précédent, celui carrément du doublement et on a complètement changé d'univers, on va dire, pas une création, mais en tout cas entre l'ancienne et la nouvelle crèche, donc le doublement de la crèche au service des usagers barbérasiens, d'une population qui aujourd'hui en plus évolue, et qui, je sais, au départ, parce qu'elle n'avait qu'un démarrage en plein début, au milieu de saison, enfin en octobre, octobre-novembre, était parfois interrogée de façon dubitative sur sa nécessité ou sa réussite, et c'est vrai qu'elle a une pleine réussite aujourd'hui, puisqu'on croise même des personnes qui, malheureusement, ne pouvant y aller, sont un peu déçues. Mais aujourd'hui, elle fait le plein. Voilà. Donc ça, c'était quand même deux gros contrats enfance-jeunesse. Et là, maintenant qu'on a la chance d'avoir ces équipements neufs et efficaces remplis d'enfants, et bien d'avoir d'autres ambitions pour ce CEJ nouveau sur la relation entre usagers et les professionnels, les parents. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, il s'agit de l'adhésion au service commun délégué à la protection des données de branche Chambéry. Cette délibération m'a été confiée, je dois vous dire que je ne suis pas extrêmement pointu sur ces choses-là.
Alors apparemment, depuis le 25 mai 2018, le règlement général pour la protection des données, RGPD, adopté le 25 avril 2016, est entré en vigueur. Ce texte, etc., etc. Enfin, donc, normalement, à l'intérieur de chaque collectivité, il doit être désigné un délégué à la protection des données. Mais, Chambéry Métropole, dans un grand souci de mutualisation, comme le Bordeaux récemment, a décidé de mutualiser cette nouvelle réglementation en créant un poste pour l'ensemble des collectivités membres de Chambéry Métropole. Donc voilà, ces personnes doivent s'assurer de la bonne gestion des données personnelles. Cela coûte 30 centimes d'euros par habitant. Alors moi je ne sais pas si quelqu'un sait ce que va faire ce type. Justement là, moi c'est terrible, quand je lis un rapport comme ça, moi je fais des bulles comme ça. Après on dit qu'il faut que l'État soit plus efficace. Ouais. Là, franchement, c'est un sujet qui nous concerne dans les entreprises, donc, que je connais très bien, qu'on a été obligé de traiter au niveau de la boîte pour laquelle je travaille. En fait, les entreprises font appel à un consultant qui vient 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui rend un rapport, il fait le tour de l'entreprise, il regarde tous les systèmes de stockage de données, il rend un rapport et il dit, messieurs, dames, voilà les préconisations, voilà ce que vous avez à faire. Vous devez retravailler ça, la sécurité de ça. Et après, le type, il se tire et l'entreprise le fait. Comment est-ce qu'on peut recruter un fonctionnaire au niveau de l'intercommunalité pendant 5 ans pour faire ça? Mais c'est débile. Complètement. Fabrice, vous ne faites que nous vanter la mutualisation. Non. La mutualisation, c'est très bien. Si c'est pour embaucher des fonctionnaires à rien glander, ça sert à rien. Alors, je vais vous avouer quelque chose. Moi, j'ai été consultant pendant 6 ans. Je vais vous avouer quelque chose. C'est pas ça qu'il faut faire. La RGPD, donc c'est un peu une lasse. Le RGPD, c'est un règlement européen. Oui, on nous incite fortement à y aller. Nous y sommes allés à reculons, parce qu'en fait, cette délibération, la quasi-totalité des communes de l'agglomération l'a prise il y a déjà plusieurs mois. Une des rares qui ne l'avait pas prise, c'était nous. Bon, pour un peu une certaine appréhension. Pour être soft. Bon, voilà. Alors, on s'y range parce que ce sera plus cohérent. Moi je l'ai vu, et puis parce que aussi, les coûts aujourd'hui ont baissé par rapport à ce qu'ils étaient présentés au départ. Justement, il manque. Donc comme ça, on sera tous ensemble. Voilà. Bref. Non mais voilà, alors on vous dit ce qu'il y en a, je connais ça. Je veux dire, on connaît le sujet. Dans une boîte privée, ce que tu fais, c'est donc tu fais comme a dit Fabrice. Quand on est tout seul, après tu crées une procédure qui est normalement quand quelqu'un demande l'effacement de ses données, il faut pouvoir lui prouver que tu peux le faire, donc tu as une procédure à suivre. Et tu écris une procédure d'effacement des données, mais une fois que ce boulot est fait, ce boulot est terminé. Donc 5 ans, honnêtement, dans une agglo de 28 communes, c'est peut-être un peu long, on va dire 2 ans. Ouais, 38, bon, ça veut dire 2 ans, mais honnêtement, 5 ans, il faut prendre un CDD de 2 ans pour un type qui sera informatique de l'agglo, puis basta. Basta. On était 8 à pas adhérer. Donc tout le monde quasiment. Mais de toute façon, après, il faut le faire. Donc si on le fait pas et qu'on est les seuls, il faudra le faire. Pour une période de 5 ans, à l'expiration de données, tacite reconduction. Mais ça, je vous ai dit, on était quasiment les seuls. C'est hallucinant. Et en fait, on va subventionner un technicien à l'informatique de l'agglo. On va subventionner un technicien à l'informatique de l'agglo qui sera utile à 25% du temps sur ce truc-là, c'est tout. C'est ça que ça coûte. Ou alors il y a d'autres possibilités. Non mais il sera utile à d'autres choses. Même si non mais c'est pas de la mutualisation là, c'est bon, pas grossier mais on pourrait l'être. Là c'est pas le sujet de la mutualisation. De toute manière on a bien compris. Le sujet du poste. Non, c'est une définition de poste qui est foireuse, il n'y a pas de problème. Ah ouais, non, alors là. Et en plus, il sera probablement moins bien qu'un consultant qui aurait été pris 18 mois pour faire les 38 communes. Exactement. Et lui, il va tourner partout. Et donc, il se met à jour. On est d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors là, c'était.
Les contres. Ouais, contre. Oui, oui, mais vous avez gardé le bras pour les abstentions. Alors c'est pour ça que C'était c'est très Oui, mais ça peut finir en abstention, alors ce serait bête. En abstention, Toi. Attention, là, il y a encore deux en face. Corsini. Oui. C'est bon. Non, mais attends, on cherche un Non, mais après, t'as Macron qui explique. Après, il explique qu'il faut baisser, qu'il faut rendre l'État plus efficace. Là, on vient d'augmenter les impôts. Tu baisses la culotte et tu votes des conneries. Bon, allez, on part à l'équipe. Je vous remercie. Passons maintenant au traditionnel rapport d'activité. Moi, j'ai le rapport d'activité de Grand Chambéry. Non, mais il y a encore le SDS là. Aussi, il y a une énergie partagée. Ah ouais, on passe Moi, je l'ai passer après. Ah bon. Donc, le rapport d'activité de Grand Chambéry, vous m'aviez fait grâce de sa lecture l'an dernier. Je ne sais pas si ce sera le cas cette année. On peut profiter de le lire tranquillement parce que voilà, c'est exhaustif. Après, on a tous noté certains grands travaux, peut-être certains plus que d'autres. Il y a eu la liaison cyclable dans Chambéry, il y a les égouts en ce moment qui sont en train d'être faits, il y a eu des gros travaux sur la laisse qui sont importants par rapport aux crues centrales. Il y a le fait d'avoir pris possession du phare et d'avoir fait la DSP sur le phare. Il y a le lancement des travaux de la piscine, il y a l'avancement des travaux de la gare, il y a le lancement du projet de la Cassine, il y a le rattachement des Aillons et du Margeria. Alors ça c'est plus récent, c'est pas forcément 2017, mais c'est fait en cours et en étude par rapport au volet tourisme. Bon, voilà, il y a un peu des choses sur les bâtiments, sur les cours d'eau, l'assainissement. Sur l'eau et l'assainissement, je sais qu'on a aussi adhéré, donc on avait déjà adhéré à une charte mondiale. On a le travail du PLUIHD qui se poursuit et qui avance, des réhabilitations de quartiers à travers le projet d'Enrue à la base. Voilà. Bon, ça ne peut pas être exhaustif, mais ce sont quelques exemples. On a eu des audits financiers aussi. Il y a des questions, des remarques là-dessus. Je pense que c'est plus un document. Vous avez lu vous lirez avec une certaine gourmandise la page sur les finances. Je te vois souvent à la commission d'ailleurs au passage. Oui, bon non. Je ne vais plus à la commission finance. J'ai remarqué. Donc moi j'ai les tout. Tant qu'on n'aura pas refait le PPI, la Chambéry Métropole, je n'irai pas à la commission finance. Oui, on en fait tout le temps des PPI. Bon. Ensuite, on passe donc au Conseil en énergie partagée du SEDES, une convention avec le SEDES. Alors, donc il s'agit de le SEDES qui propose la mise en place d'un service conseil en énergie partagée pour nous permettre de gérer au mieux, bien sûr, et de faire des économies sur nos consommations d'énergie, en liaison d'ailleurs, parce que l'ADEME fait aussi un petit peu la même chose, quelque part. Donc il y a encore, nous aurons un agent à notre disposition. Ça sera peut-être plus utile pour lui demander des conseils, voir des rapports sur notre capacité à gérer au mieux nos différentes sources d'énergie. Ah, donc ça après, ça peut aussi se valoriser, comme on l'a déjà fait, dans le même... Ça coûte encore 10 centimes d'euros par habitant. Au démarrage. On n'a pas déjà un partenariat avec l'ADEME aussi. C'est pas redondant, mais c'est pas forcément la même chose. Là, c'est aussi sur la technologie. Oui, l'ADEME, par exemple, ils vont compter, mesurer... Il faut de l'analyse quantitative. Là, ils ont fait des études par de terrain. Je te rappelle, on a des interventions de l'ADEME intéressantes. Oui, ben, on en aura à nouveau encore. Oui, c'est l'ASDR d'ailleurs. C'est pas l'ADEME.
Un autre machin, comme dirait l'ami François. Comme ils étaient au nul, le plus. Quand on voit les Le descriptifs, accompagne très bien, comme l'ASDER. quand on voit le descriptif de la convention, notamment l'article 2, moi je trouve que c'est très proche de ce que fait l'ADEME. Oui, moi aussi, c'est ce que j'ai trouvé. Non mais nous on n'est pas avec l'ADEME, on est avec l'ASDER. C'est pareil. L'ASDER arrête. Voilà. Ah d'accord. Ah oui, si on nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Donc on passe de l'ASDER à l'ASDER. D'accord. Donc il y a pas de la convention avec l'ASDER, remplacée par la convention avec le SDES. Mesdames, messieurs, nous serons cernés de conseillers en tout genre. Non mais c'est important. Donc n'hésitez pas à leur poser tous vos problèmes. Il y avait 5 employés dans les RH qui bossaient, regardez, on arrive à ça, mais dans la structure même. La pyramide est inversée. Voilà. Donc qui est contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Actualisation des statuts de la communauté d'agglomération. Donc c'est une délibération standard qui est prise par tout le monde, y compris par Grand Chambéry, mais je le précise parce qu'elle a déjà quelques semaines ou mois, et c'est pour ça qu'on retrouve le début de la phrase, des actuels statuts de Chambéry Métropole au cœur des Vosges, juxtaposition des statuts des deux anciennes communautés, ont pris effet donc le 1er janvier 17, avec les différentes compétences obligatoires et optionnelles. Et cette fusion, donc on rappelle qu'elle a été imposée par la loi NOTRe, par le SPAC, par le schéma départemental de coopération intercommunale, plutôt, et donc ils nous ont poussé à fusionner et à engager respectivement des révisions statutaires, chacun de notre côté. Donc la première a été lancée par la délibération du 14 juin 2018, et c'est une révision générale, et donc ça a permis d'entériner la nouvelle dénomination Grand Chambéry que vous connaissez dorénavant, qui a depuis lors son nouveau logo, et d'intégrer et d'harmoniser les évolutions législatives et l'ensemble des compétences de ce nouveau périmètre. Donc, les principaux changements portent sur le retrait de la compétence action sociale d'intérêt communautaire, ça c'est sur les mots qu'il avait, sur le retrait de la compétence enfance-jeunesse, même chose, sur le retrait de la compétence jardinnerie, même chose. Et il porte d'autre part sur les toilettages de statut, c'est-à-dire l'ajout de compétences parc de stationnement d'intérêt communautaire, le retrait de la compétence incendie et l'harmonisation de la compétence sentier de randonnée. Voilà, on peut mettre l'équerre les uns et les autres, c'est ce qui nous est proposé d'être approuvé. Il n'y a pas de commentaires ou de remarques. Je mets votre approbation qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour du Conseil. Je voulais vous préciser, que je ne me rappelle plus les vacances qui sont passées par là, si je l'avais fait la dernière fois. Je crois qu'on avait peut-être autorisé la commune plutôt à se lancer dans l'acquisition du foncier de la Galope, de la Galopase. En tout cas, je crois que c'était plutôt ça qui était à l'ordre du jour du dernier Conseil. Entre-temps, ça a été fait donc, par le TFL pour la somme. Vous savez, on avait mis. Enfin bref, il y avait une proposition d'un promoteur qui avait été faite à 1,3 million. Nous, on essayait de négocier en ne dépassant pas 900 000 €. Et on a eu donc ce foncier pour 880 000 €. Donc on est content d'avoir pris la main sur cet emplacement stratégique pour l'évolution future de la commune en continuité de celui qu'on possède déjà, qui est le ministère. Ensuite, nous avons également eu, alors ça c'est pareil, je ne me rappelle plus si je l'avais déjà su ou pas à l'époque, des nouvelles concernant les subventions de la mairie. Donc nous avons eu 2 subventions de l'État, respectivement de 100 000 et 200 000 €. Donc nous avons 300 000 € qui viennent en moins sur le coût de la mairie, qui était à 1 600 000 en PTC, dans ces eaux-là. Donc c'est le bienvenu. Enfin, je voulais saluer la présence ce soir de Dominique Puceglio, qui est le correspondant qui suit le conseil, ce qu'elle peut. Merci. Et puis, nous
vous annoncer la concrétisation, comme on a déjà pu l'évoquer, de la présence, mais cette fois le lien imminent, de médecins généralistes sur la commune de Barbera, puisqu'elles emménagent cette semaine et que, à ma connaissance, soit cette semaine ou à partir du 1er octobre, c'est-à-dire lundi prochain, elles pourront accueillir des patients dans la salle Rivière du pôle Chantal-Mauduit avant de gagner, lorsque les travaux qui débuteront ce mois d'octobre travaux de la fabrique seront achevés et compléter l'ensemble des professions de santé qui rejoindront ces médecins généralistes, comme par exemple aussi un ostéopathe qui se trouve actuellement locataire d'une autre salle communale dans la maison de terme, là où il y avait le bureau de la directrice des services techniques auparavant, maintenant regroupés dans ces mêmes locaux, avant d'être ensuite tous aussi regroupés dans la future mairie. Et les médecins prennent déjà des rendez-vous. D'ailleurs, il faut à ce sujet féliciter tous les intervenants dans ce dossier, avec bien sûr José Garcia en tête. Vous imaginez bien que tout ça n'a pas été une mince affaire, eu égard au grand problème de désertification médicale que nous rencontrons dans le pays. Et c'est avec, je vais reconnaître, une pugnacité sans limite que les uns et les autres, nous avons pu arriver à ce résultat, enfin, d'avoir des médecins à Barbera. Et nous en sommes très heureux. Vous pouvez donc tomber malade en toute tranquillité. Moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. C'est pas tout à fait le même sujet, mais est-ce qu'il y aura un débat sur l'avenir de l'EHPAD des Gilles d'Or? Je pense que vous avez tous reçu le mail du collectif et on aurait souhaité que ce sujet soit mis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Eh ben, c'est un peu prématuré pour vous le dire, un débat, j'en sais rien. En tout cas, il y a une décision qui doit être prise, effectivement, donc ce sera forcément l'occasion d'un débat. Et peut-être au prochain conseil municipal. Si on fait avant, on pourrait prendre position pour la commune. Si on faisait avant, on pourrait prendre la commune pour prendre L'idée, position. c'est d'en discuter avant que la décision soit prise. Histoire que la commune prenne position officiellement. Enfin, la commune, sans révéler aucun secret, a donc, sous cet angle-là, de toute manière, une seule décision à prendre a priori, sauf autre cas de figure, c'est la dissolution du CIVU. Ça, de toute manière, ne peut pas y échapper. Donc ça, c'est des choses. Après, sur le devenir, ce qui est possible, c'est soit un CCAS, soit la fonction publique hospitalière, soit une fondation privée. Donc, on est en train d'avancer et de réfléchir sur ces questions, puisque les maires qui sont sollicités, notamment sur le fait de pouvoir trancher sur l'orientation à donner, doivent vérifier un certain nombre d'éléments. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre entre nous. Quand vous dites entre nous, c'est-à-dire Là, ici. Dans le cadre du conseil municipal. Alors, dans le cadre du conseil municipal, forcément, et puis j'y pensais, parce que justement, c'est des décisions qui doivent être prises assez rapidement, parce que aujourd'hui, on est un peu au pied du mur. Donc, on en débattra peut-être même en dehors du conseil municipal. On relaye cette question parce que la population de Barbera est très attachée à cette structure qui, pour les familles, représente quand même un coût qui est encore relativement abordable, qui en gros qui est de l'ordre de 1800 euros. Pour le reste à charge. Pour le reste à charge. Oui, parce qu'il y a, sinon il y a l'ARS d'un côté et le conseil départemental de l'autre. C'est uniquement le reste à charge pour le résident. Voilà. C'est pas le coût réel. C'est pas le coût réel. Le reste à charge dans d'autres structures est plutôt de l'ordre de 3. Oui, non mais c'est pour ça que si tu veux, je te dis, c'est bien que le reste à charge, puisque le département met sa partie et l'ARS finance aussi. Voilà. Le coût par résident, tu le connais? Ben, c'est ce que tu disais, à peu près, voilà, c'est ça. Mais c'est uniquement le reste à charge. Voilà. On arrive au même montant.
comparaison, Saint-Benoît, c'est 2750, 3000 euros. Moyenne aujourd'hui. Alors, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, c'est vrai que dans l'urgence, nous nous sommes fait communiquer les éléments, nous allons nous faire communiquer tous les éléments financiers pour avoir une idée sur de la situation budgétaire précisément des DOR, ainsi que la situation patrimoniale, l'éventualité des investissements à réaliser dans les années futures, et ainsi de suite. Donc on peut faire une analyse globale, parce que c'est quand même pas une mince affaire. Bien sûr. Il n'y aura aucun problème pour évoquer ce sujet qui est une grande question. C'est juste que pour l'instant, il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs, même si par contre, il va falloir les atteler ensuite rapidement, parce que les communes et le CIVU doivent prendre la décision, une décision. Voilà. Donc, prochain rendez-vous, normalement, c'est le 19 novembre. Je vous remercie, monsieur le